Julie Jourdan pour parler toujours Wall Street est en ligne avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. Cet échec de la réforme de l'Obamacare, pour vous, ça va vraiment marquer un tournant ou est-ce qu'on est déjà passé à autre chose? Alors, c'est une question qui est pas évidente dans le sens où, d'abord, c'était le premier gros projet qui a été porté par l'administration républicaine. Paul Ryan en premier lieu et évidemment Donald Trump derrière ça. C'est effectivement un échec, mais c'est un échec qui peut se traduire par deux chemins. Le premier, c'est effectivement de se concentrer sur la réforme fiscale, et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça faisait partie, c'était une priorité annoncée par Donald Trump, que de réduire le niveau d'impôt à la fois pour les classes moyennes, à la fois également pour les entreprises. Je rappelle juste que le taux d'impôt des sociétés aux États-Unis, la tranche marginale supérieure est à 39%, donc c'est le plus élevé à l'heure actuelle des pays développés. Et l'idée, c'est de le faire baisser selon les scénarios entre 15 et 20%. Donc ça, c'est un gros projet, et c'est vrai que d'un point de vue purement pragmatique, l'abandon d'Obamacare, ça veut dire aussi, de la réforme d'Obamacare, ça veut dire aussi sans doute plus de simplicité pour procéder à la réforme fiscale, puisqu'il n'y aurait pas donc de dépenses engagées pour justement réformer Obamacare, en tout cas dans un premier temps. Donc d'un point de vue tactique, il est vrai que ça repositionne le projet de Trump sur la réforme fiscale et sans doute une ambition qui sera sans doute plus facile à mettre en œuvre. Donc effectivement, on peut s'attendre dans les prochaines semaines à ce qu'ils avancent relativement vite sur la réforme fiscale, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises, mais le projet de réforme du système de la santé va revenir à un moment ou à un autre. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas si les Américains vont laisser, on va dire, imploser le système de sa belle mort parce qu'on aura finalement des primes qui continueront à augmenter dans les différents États et de moins en moins d'assureurs pour proposer des services, ou s'il y aura des propositions en amont, mais on reviendra sur cette réforme de la santé à un moment donné, ça c'est certain. Alors pour l'instant là, Wall Street hésite. Sabrina nous le disait tout à l'heure. On en est à la 9e séance de baisse consécutive, même si c'est pas une baisse très marquée aujourd'hui en tout cas. Mais on sent vraiment que le marché a de plus en plus de mal. On est quoi? On est à la croisée des chemins là. On est parti pour véritablement consolider, ou est-ce que c'est juste une phase d'hésitation qui n'est que transitoire? On est quand même, il faut quand même le rappeler, on est après un marché qui a progressé de 15% depuis les élections et de plus 32% depuis un an. Donc on est aussi dans une forme de respiration par rapport à un marché qui a fortement progressé et qui n'a pas progressé uniquement sur l'élection de Donald Trump et des Républicains, mais surtout sur une amélioration économique qui est une réalité, une accélération économique qui avait commencé bien avant. On l'avait vu avec les chiffres de l'emploi qui étaient extrêmement solides dès, je dirais, le mois d'août de l'année dernière. On l'avait vu avec les indices manufacturiers qui montraient une reprise et une accélération manufacturière sur les 4-5 derniers mois de l'année. Donc on a une accélération économique qui avait été bien également pointée du doigt par la Fed, qui s'est accélérée depuis l'élection de Trump, puisque on avait ce programme fiscal qui est très attendu et qui devrait permettre justement encore une accélération de la croissance des profits des sociétés. Donc pour le moment, on prend une respiration, on n'a pas de signaux de remise en question du scénario de croissance économique aux États-Unis. En revanche, d'un point de vue technique, je crois que le marché avait vraiment besoin de faire une pause, parce que les niveaux de valorisation sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire élevés au regard de l'histoire. On a besoin de concrétiser cette accélération des profits des sociétés américaines. Vous disiez les statistiques économiques étaient bonnes. Elles sont toujours relativement bonnes, mais elles sont quand même relativement, disons qu'elles sont en ligne, quoi. Il n'y a plus vraiment de surprise. C'est un signe, ça?
Écoutez, quand on a des indices, des PMI qui ont retrouvé des niveaux d'il y a, je dirais, une dizaine d'années en accélération, on a des indices ISM manufacturiers à plus de 57, je dirais qu'on soit en ligne, c'est déjà relativement spectaculaire. On a vraiment des niveaux de croissance qui sont très forts. Quand on regarde les niveaux de l'emploi, on voit bien qu'on est en situation où on commence dans certains secteurs économiques à avoir des pénuries de main-d'œuvre. Donc, être en ligne avec ce qui est attendu ne me pose à l'heure actuelle aucun problème. On va parler valeurs à présent. Julie Jourdan, vous avez retenu 2 valeurs, IBM et Google. Google, et je ne sais pas si on dit Alphabet d'ailleurs, Google, Alphabet, bon, Alphabet, oui, c'est vrai. C'est la même chose, d'accord. Alphabet, il me semble qu'Alphabet était en difficulté boursièrement parlant ces derniers jours, alors rien de spectaculaire non plus, mais il y a quand même ce problème récurrent et qui semble-t-il est là pour durer, de ces annonceurs qui ne veulent plus voir leur publicité figurer en pre-roll devant des contenus, on va dire, non maîtrisés sur YouTube. Est-ce que ça, véritablement, c'est quelque chose qui va continuer de peser sur Alphabet? Alors, écoutez, il faut savoir, juste je donne une petite statistique qui est intéressante, 400 heures de vidéos sont uploadées chaque minute sur YouTube. Chaque minute. Donc, puis je crois en termes de vidéos regardées chaque jour, je crois que c'est spectaculaire aussi. Oui, c'est de nombre d'heures, tout à fait. Mais alors, quand on a ce montant d'heures de vidéos par jour, il faut trouver des moyens effectivement de s'assurer que ce contenu est en adéquation avec ce qu'on dirait des contenus qui sont acceptables pour les annonceurs. Alors, il y a toute une série aujourd'hui je dirais, de pare-feux qui permettent d'éliminer par le biais de mots-clés, etc., pour les annonceurs de maîtriser, entre guillemets, là où vont aller leurs publicités. Et puis, il y a des failles. Alors, c'est vrai que là, il y a eu des failles et on a eu 250 annonceurs qui ont décidé de retirer, suspendre de manière tout à fait temporaire leur publicité qui serait visible sur YouTube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'il est sans doute probable qu'il y ait matière à renégociation, du coup, qu'ils en profitent pour renégocier un certain nombre de tarifs. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que effectivement Google doit mieux maîtriser, et ça, c'est une évidence, les contenus qui sont placés sur YouTube. Alors, elle s'y engage, elle a mis en place un certain nombre de nouvelles techniques, elle va s'appuyer sur de l'intelligence artificielle de plus en plus, parce qu'encore une fois, compte tenu du nombre assez exceptionnel d'heures de vidéos qui sont postées tous les jours, c'est vrai qu'on ne peut plus passer par des systèmes traditionnels. Il faut véritablement s'appuyer sur des systèmes extrêmement puissants de reconnaissance à la fois des mots qui sont utilisés, de reconnaissance à la fois de la tonalité qui est utilisée, puisque bien évidemment, les annonceurs ont tout à fait le droit d'être placés là où ils le souhaitent et de surtout ne pas être placés là où ils ne le souhaitent pas. Mais au-delà de ça, je pense que Google, qui est un des leaders dans l'intelligence artificielle, va répondre et a déjà répondu aux annonceurs en mettant en place des systèmes, je dirais, des nouveaux process qui sont beaucoup plus fiables. Je pense qu'il ne faut pas oublier que YouTube, ça représente 10% des revenus totaux de Alphabet, que ça a une profitabilité qui est largement inférieure, que l'impact potentiel qui sera réel, mais devrait rester extrêmement modéré, sauf si il y avait une évolution de la situation négative dans les prochaines semaines. Mais si ce n'était pas le cas, nous, c'est une société qu'on aime beaucoup parce que effectivement, c'est une société qui est sur un secteur en croissance, qui continue d'être un lieu, comme vous disiez, où les vidéos via YouTube ou sur sa partie moteur de recherche ont de forts taux de croissance à la fois cette année et sur les prochaines années, et qui s'échangent sur des niveaux de valorisation extrêmement modérée, puisque ça s'échange à moins de 20 fois pour une croissance des ventes de plus de 20% en 2017 et toujours de l'ordre de 18 à 20% en 2018. Donc on a vraiment encore un beau groupe de croissance. Et puis je le disais, vous vouliez nous parler d'IBM. Bon, IBM, c'est pas franchement la nouveauté. Big Blue, c'est là depuis, on va dire, les années 70, voire même avant. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a encore comme chose intéressante chez IBM? Alors c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a maintenant d'intéressant chez IBM.
IBM, parce que effectivement, sur quoi font-ils la différence? Voilà, on a un géant qui, pour tout le monde, est dans la mémoire ces gros mainframes assez classiques. Et puis, le groupe a changé. Alors, il a changé sous l'impulsion de sa nouvelle CEO qui est arrivée en 2011, qui s'appelle Ginny Rometty, qui en fait a complètement transformé le groupe en faisant monter en puissance tout ce qui était logiciel et services, et en progressivement écartant, pas via des cessions, tout ce qui était hardware, sauf à garder en fait des produits de niche, des mainframes extrêmement puissants. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on voit grâce à cette transformation qu'on a 42% du chiffre d'affaires qui croît à plus de 10%, hein, donc c'est pas rien. C'est des activités qui sont regroupées sous une bannière qu'ils appellent, qu'ils nomment Strategic Imperative. C'est justement un système d'intelligence artificielle dont ils parlent beaucoup, qui pour le moment, dont on n'arrive pas à bien cerner la réalité de la profitabilité, mais qui semble être une plateforme qui maintenant devient incontournable, qui s'appelle Watson, qui est aujourd'hui le système d'intelligence artificielle qui semble le plus abouti et qui commence à être utilisé par nombre de groupes, à la fois dans le monde financier, dans le monde de la santé, puisque ça traite un nombre de données absolument spectaculaire, et ça permet en fait, par exemple, à un oncologue de vérifier un diagnostic sur un certain nombre de cancers complexes. Donc c'est vraiment, on arrive dans cette phase où l'intelligence artificielle devient un élément important dans nombre d'industries, et IBM est extrêmement bien positionné là-dessus. Et c'est une société qui continue de générer des rendements financiers extrêmement solides. On a un free cash flow qui est supérieur à 7%. On a un retour aux investisseurs qui est extrêmement solide avec un dividende à plus de 3%, une valorisation qui est en dessous de 12 fois. Donc c'est vrai qu'on a un groupe qui se transforme, comme on a eu le cas avec Microsoft il y a quelques années, et qui se transforme vers quelque chose qui nous semble, chez Mansartis, attractif. Parfait. IBM est donc Alphabet parmi les valeurs favorites de Julie Jourdan chez Mansartis, gérante action américaine. Julie Jourdan, merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée. À bientôt. BFM Business, 15h45 tout juste. C'est Intégral Bourse. Merci d'être avec nous.